Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Tila 3D. Je vais vous présenter rapidement l'objet de la chaîne et puis des vidéos que je vais vous proposer. Et puis après, on ira plus dans le vif du sujet pour la présentation donc de Prusa Slicer, qui est l'outil que j'utilise le plus au quotidien pour découper mes projets afin de pouvoir les imprimer. Dans un premier temps, moi je me présente. Je suis un gros newbie en impression 3D. Mon objectif, ça va être surtout de vous expliquer comment imprimer des objets en 3D facilement avec des mots simples, puisque de toute façon, j'ai pas les compétences pour vous expliquer avec un vocabulaire très technique. Donc, l'objectif, ce sera surtout que tout le monde puisse y arriver avec les explications que je vous fournirai. L'objectif, ce sera aussi de vous expliquer toutes les erreurs que j'ai pu commettre afin que vous ne les reproduisiez pas et que voilà, ce soit plus facile pour vous et vous éviter surtout de perdre beaucoup de temps, parce que Dieu sait que j'en ai perdu, et que ça puisse vous être utile au quotidien. Voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous montrer un petit peu le slicer que j'utilise, pourquoi j'utilise celui-ci et comment j'ai pu le mettre en place, comment j'ai pu progresser un petit peu afin que vous puissiez faire pareil. Voilà, donc on se retrouve sur l'outil et je commence à vous expliquer tout ça rapidement. Donc maintenant on va passer à l'installation. Donc moi je suis sous Linux, là je suis sous Ubuntu. Donc mais que vous soyez sous Linux, Mac ou Windows, vous avez des versions pour tous les OS. Je vais vous montrer là sur la page du GitHub de Prusa Slicer. Mais rien de compliqué de toute façon, vous inquiétez pas. Pour tous les OS, après une fois que c'est installé, ce sera exactement la même chose. Donc voilà, très très simple. Moi je suis sous Linux, sous Ubuntu. Donc sous Ubuntu c'est juste une app image à télécharger, puis après je vous montrerai une petite manip à faire, mais c'est rien de compliqué. Sous Arch Linux, je sais que vous avez un dépôt OR de Prusa Slicer de dispo. Après voilà, les dépôts OR en général, il faut mieux éviter. Le mieux c'est de passer quand même par l'app image quand vous pouvez éviter de passer par les dépôts hors de Arch Linux. Voilà, ça c'est pour ceux qui étaient sous Arch Linux. Et puis compiler Prusa Slicer c'est super long, surtout moi avec mon vieux PC bien pourri. C'est très très long, mais ça fonctionne et c'est efficace. Alors déjà, là je suis sur le site de Prusa 3D, dans la page de Prusa Slicer, vous descendez tout en bas, vous avez un lien vers le GitHub, vous allez dedans, et sur la page du GitHub de Prusa, vous arrivez sur la page des issues. Issues, en fait, c'est là où tous les gens rapportent les bugs, mais vous allez dans le code, vous allez dans le premier onglet. Voilà, là on est dans la page où ils fournissent les fichiers, puisque Prusa Slicer est open source, donc vous avez accès à tous les binaires du fichier. Voilà, si vous souhaitez modifier vous-même ou voilà, parce qu'à l'origine en fait Prusa Slicer c'est du projet Slicer tout court. Ils ont repris le projet puis ils le développent de leur côté. De toute façon c'est open source, donc chacun fait ce qu'il veut des sources. Pourquoi Prusa Slicer plutôt que Slicer? Tout simplement parce que Prusa Slicer est devenu beaucoup plus abouti, et si on va sur la page du projet de Slicer, si on va dans les téléchargements là, dans Download, vous allez regarder la date de la dernière version stable, ça fait un petit peu peur, 2015, voilà, et la dernière version tout court, donc qui n'est pas stable, c'était il y a plus d'un an, donc voilà, je préfère aller chez Prusa Slicer. Donc là, quand vous êtes dans l'onglet code, vous avez un lien en dessous des fichiers, vous descendez un peu plus bas, pour aller sur la page des versions. Git Release Page. Je parle anglais comme un sac, mais c'est pas grave. Tac. Et là, vous avez, voilà, tout en haut, là on en est à la version 2.0.0. Avant cette version-là, on était à la 1.42, si je me trompe pas.
Il y a eu pas mal de corrections de bugs depuis la version 2, donc prenez la dernière version, c'est beaucoup mieux. Hop. Et donc, tac. Là, vous choisissez la version qui vous va. Moi, je prends la Linux 64, là, AppImage. Si vous êtes sous Windows, prenez un des deux, là, en fonction de votre architecture. Si vous êtes en 32, vous prenez la version 32 bits. Si vous êtes en 64, vous prenez Win64. D'accord? Vous avez juste à cliquer dessus, vous téléchargez. Hop. Et donc après, vous allez dans vos téléchargements. Rien de plus simple. Tac, tac. Moi, je l'ai mis sur mon bureau, là, j'ai rajouté une icône. Mais voilà, vous n'êtes même pas obligé de rajouter l'icône, même pas obligé de renommer, vous faites ce que vous voulez. La seule chose à faire pour pouvoir lancer le logiciel, ça slicer, faut modifier les permissions parce que de télécharger comme ça, il n'est pas exécutable. Vous ne pourrez pas l'exécuter, ce sera juste un fichier pour votre système. Il essayera de le lire, mais il ne l'exécutera pas. Donc là, vous avez juste une case à cocher, là, exécution, autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Ça, c'est pour ceux qui sont sous Linux. Sous Windows, vous faites l'installation normale, il n'y a rien à faire de spécifique. Voilà. Donc vous cochez la case là, et puis vous avez juste après à lancer l'outil, soit en indiquant le chemin dans votre terminal ici, soit en double-cliquant directement sur l'icône. D'accord? Voilà. Donc là, voilà. On a juste à ouvrir le logiciel. Hop, hop. Alors, maintenant qu'on a vu l'installation, on va commencer à voir un petit peu comment se présente l'outil, et puis je vais vous expliquer 2-3 trucs importants pour pouvoir l'utiliser de manière fiable. Voilà. Donc là, on est sur le logiciel installé, fraîchement installé, sauf que moi, si vous regardez bien, là, j'ai déjà des configs qui apparaissent. Alors, quel que soit votre système, il faut savoir que Prusa Slicer enregistre vos configurations dans des fichiers et qui sont accessibles facilement. Quel que soit le système d'exploitation, vous pouvez y accéder par là. Vous allez dans le menu Aide là et afficher le répertoire de configuration. Vous cliquez dessus et puis ça va vous ouvrir votre explorateur de fichiers avec vos configs. Ils sont dans ces trois parties là. D'accord? Là, c'est pour les réglages du filament, des paramètres d'impression et l'imprimante elle-même. Vous voyez, à chaque fois à l'intérieur, vous avez, par exemple, moi pour l'instant, j'ai qu'un profil pour les filaments enregistrés, c'est pour le PETG de chez Amazon Basics. Hop. Là, c'est pour le paramétrage de l'imprimante, enfin de l'impression, et là, c'est l'imprimante. Tac, voilà. Bon, ça, s'il y a besoin, de toute façon, moi, je vous mettrai en description en bas le lien pour télécharger mes configs. Après, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, mais de toute façon, il faudra ajuster par rapport à votre matériel à vous et puis l'environnement dans lequel vous imprimez, puisque vous verrez par la suite de toute façon, mais il y aura toujours des adaptations à faire, et ça, quel que soit le slicer, de toute façon, c'est super important. Donc voilà, les fichiers de configuration, c'est quelque chose de super sympa, sachant que sur internet vous pouvez télécharger des profils, mais bon, de toute façon, moi je pense que tout le monde pense à peu près comme moi, mais vous serez toujours obligé d'adapter en fonction de votre config à vous. Voilà, ça, voilà pour les fichiers. Donc là, on est sur l'écran principal. Sur la première page, ce qui serait bien, ça serait que on va faire comme ça. Je vais supprimer mes fichiers de config. Tac. Donc on va retourner dans le répertoire. Tac, tac, tac. On va les mettre là par exemple en attendant, je les récupérerai après. Puis on va repartir de zéro. Pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe à l'ouverture. La première fois. Tac. Donc là je vais carrément supprimer tout le répertoire d'installation. Hop, voilà. Comme ça, je vais le redémarrer. Tout neuf. Bon, ça, je vous ai montré tout à l'heure comment on faisait. Hein. Vous oubliez pas de rajouter les permissions. Hop, et on redémarre.
Donc quand vous ouvrez le logiciel pour la première fois, vous avez tout ça là qui s'affiche. Ça, moi personnellement, j'en tiens pas compte. Je suis pas les étapes d'assistant de configuration, j'en ai pas besoin. D'accord. Donc là en fait, vous voyez, j'ai supprimé mes fichiers de config, donc là j'ai plus de config par défaut. C'est normal. Ça arrivera par la suite. Hop, hop, tout est à zéro. Donc là c'est la première vue. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 4 onglets en haut. Et c'est ça que j'aime bien dans ce logiciel, c'est que tout est à portée de main super facilement. C'est pas comme dans Cura où c'est un peu le bazar, je trouve, c'est pas pratique. Faut choisir ce qu'on affiche tout le temps, enfin bon, bref, c'est pas pratique. Donc là ce que je fais moi, c'est que je me mets direct en vue expert là, comme ça on a tous les paramètres après qui s'affichent dans les onglets, voilà, c'est pas plus mal. Donc là en fait c'est une vue de votre plateau que vous avez. Donc c'est là que vous mettrez vos modèles, vos fichiers STL et puis que vous verrez le rendu quand vous les découperez. Le rendu du G-code en fait, avec les tranches, les remplissages, vous pourrez tout observer avant d'imprimer, vérifier si tout est bon. Donc là c'est pour rajouter votre fichier STL, par exemple. Donc vous allez dessus, vous choisissez un fichier, peu importe lequel. Moi par exemple, je sais pas, je vais dans Documents, dans mes pièces. Hop, et puis on va mettre, je sais pas moi, j'ai fait ma tâche rideau, voilà. On va mettre, voilà, la tâche rideau par exemple. Après vous le découpez et puis vous aurez accès aux tranches, mais ça on verra après. Vous sélectionnez l'objet par exemple, alors là on aura, comme dans tous les trancheurs, hein, tous les slicers, pour le déplacer, pour ajuster la taille, pour faire des rotations. Après rotation, moi j'utilise pas parce que à chaque fois, ça tombe pas très bien juste plat comme je veux. Je préfère utiliser ça et je sélectionne la tranche sur laquelle je veux imprimer. Ça vous le met à plat sur la tranche que vous sélectionnez. Par exemple là, je sais pas, je vais imprimer sur cette tranche là, toc, ça me le met comme ça. Puis non, finalement je vais imprimer là, hop, et voilà, comme ça mon objet il est bien à plat et j'ai pas de problème, il n'y a pas de travers quoi. Ça me rate pas des impressions bêtement. Mais ça, bon, je pense que c'est à peu près simple à comprendre. Voilà, c'est la page de votre plateau. En fait, c'est l'onglet de votre plateau. Vous avez toutes les vues possibles et imaginables. Vous pouvez retourner lever dans tous les sens. Voilà, c'est plutôt bien foutu. Et ça, c'est comme tous les slicers, c'est simple. On va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Hop. Donc là, j'ai mis en mode expert. Hein. D'accord, vous avez 3 modes. Comme ça, on voit toutes les couches. Donc pour vous montrer, déjà on va commencer par configurer l'imprimante. Toc, toc, hop. Non, on va même pas aller par là. Je vous dis configurer, voilà, tac, hop. Donc moi j'ai une Ender 3, donc je mets 230 sur 230 et en hauteur je mets 250. Voilà. Toc. À chaque fois que vous faites une modif, vous enregistrez. Sinon, quand vous fermerez, vous rouvrirez votre logiciel, c'est perdu. Donc là, par exemple, dans réglage d'imprimante, on met Ender 3. Voilà. Toc. Alors une fois qu'on a fait ça, voilà, on va repartir du début puis on va faire les choses dans l'ordre. Donc dans réglage de l'impression, là, on commence. Première chose, c'est les couches et le périmètre. Super important, première couche. Si votre première couche elle est ratée, eh ben tout sera raté. En gros, ça loupe jamais. Pour info, moi j'ai une Ender 3 que j'ai pas mal modifié, donc j'ai un hotn de hotn.fr, le Evo IO. Voilà, faudra adapter après ce que je vous explique en fonction de si vous avez le hotn de stock ou si vous avez modifié un E3DV6 ou ce genre de choses. Moi j'imprime en PETG beaucoup, donc voilà, les paramètres que je vais vous indiquer ici sont en PETG. Il faudra adapter si vous imprimez en PLA, en ABS, enfin voilà. Hauteur de couche, quand on imprime en PETG, voilà, il faut pas qu'elle soit trop fine au départ, sinon vous aurez des problèmes. Moi 0,3 ça me va très très bien. Donc là je mets 0,3. Tac. Faites pas comme moi, vous faites pas avoir hauteur de première couche et en deuxième. Je sais pas pourquoi je me trompe tout le temps.
Et en général, hauteur de couche, là, moi j'imprime en 0,2. Suivant ce que j'ai imprimé, des fois plus. Moins, c'est rare. Ça arrive. Et puis bah là, réglage d'impression, pareil, Tender 3. Faire simple, hein. Si on peut faire simple. Tac. Périmètre, pour moi, c'est pas suffisant, 3. Je trouve qu'on voit le remplissage à l'intérieur, à travers. Donc je mets 4 tout le temps. Hop. Et pareil pour les couches en bas, j'en mets toujours au moins 4. 4. Là c'est le haut. Ouais, c'est pareil, c'est à l'envers. À chaque fois je me fais avoir. Tac. Et en haut j'en mets 5. Histoire que ce soit bien opaque, qu'on voit pas à l'intérieur. Tac. Et qu'il reste pas de petits trous. Bon, en général il en reste pas même avec 3, mais on sait jamais. Après en dessous c'est des paramètres que j'utilise pas spécialement, mais je pense que notamment la deuxième elle peut être utile. Quand vous imprimez tu vois par exemple une boule, quand c'est incliné et que la paroi se fait trop fine, vous pouvez faire en sorte que le slicer calcule et il rajoute une épaisseur. Comme ça au moins la paroi sera solide. Donc ça à la limite vous pouvez l'utiliser. Hop, hop. Ensuite, donc ça c'est simple, hein. C'est voilà. Le plus important c'est la première couche. Après c'est en fonction du détail que vous souhaitez avoir. Moi je trouve qu'en 0,2 ça le fait bien. Parce que j'imprime beaucoup de petites pièces voilà, qui ont besoin de détails mais après bon, c'est à vous de voir après en fonction du diamètre de votre buse, mais ça on verra après aussi. D'ailleurs on peut le voir maintenant le diamètre de la buse parce que c'est important. Hop. Ouais, moi je suis en 0,4. Donc vous pensez bien à modifier, mais on y repassera à la fin aussi. C'est dans le réglage de l'imprimante. On aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. C'est pas grave. Tac. Ensuite le remplissage. Alors là, à mon avis, c'est le point fort de Prusa Slicer. Il a un type de remplissage que vous n'aurez pas ailleurs. Tac, Honeycomb, en nid d'abeille. Ça, je l'ai jamais trouvé sous cure, hein, et à mon avis, ça n'existe pas. Si vous regardez bien, bah, c'est bête et méchant. En plus, c'est super solide. Et vraiment, ça a un petit peu changé ma vie au niveau du remplissage. Tac, tac. Mais là, on voit pas bien sur cette pièce-là. Peut-être si je fais en plus petit, si je remplis plus, on va mieux le voir. Hop. On redécoupe. Ouais, non, la pièce est trop petite. Et puis en plus, ça m'a laissé en étoile. Tac. Nid d'abeille. 30%. Enregistré. Validé. Hop. Découpé. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Et ça, c'est super solide. Et en plus, ça s'imprime bien. Donc, ouais, ça vaut le coup. Tac. Voilà. Donc moi, j'utilise nid d'abeille. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Pour le dessus-dessous, je mets toujours rectiligne. Je fais jamais autre chose. Hop. Hop. Jupe et bordure. Moi, je mets toujours au moins 3 boucles là. Et des fois, je mets des bordures quand c'est des objets qui peuvent me poser des problèmes d'adhésion au plateau. Donc en général, si c'est des objets comme ça, je mets entre 4 et 8 mm, ça dépend de la taille de l'objet. Plus l'objet est grand, plus il aura tendance à se recourber sur les côtés. Donc dans ces cas-là, je mets plus large. Surtout que moi j'imprime dans mon garage et en été ça va, mais en hiver il fait assez frais. Donc voilà, je mets souvent des bordures. J'utilise beaucoup. Après, le seul inconvénient des bordures, c'est que ça laisse, à la fin, faut rattraper à la main, quoi, un petit peu, et ça laisse des fois des traces sur l'objet que vous imprimez. Au niveau finition, ça peut être un peu juste, mais si vous n'avez pas besoin de finition parfaite, bon après, c'est pas la misère non plus à nettoyer, hein. Ça se nettoie très très bien. Les supports, on y reviendra après. Hop. Là, c'est les vitesses. Donc là, les vitesses, pareil, hein, rien d'excessif. Déplacement, moi, je baisse toujours. 130, c'est trop pour moi.
Je mets toujours entre 100 et 115, on va dire, et on va dire 115. Vitesse première couche, 30, j'aime pas du tout. Je mets toujours une très faible vitesse, je mets toujours 15 à la première couche, parce que l'adhésion est trop importante, et quand il y a des petits détails à imprimer sur la première couche, il faut vraiment qu'ils soient faits doucement si on veut qu'ils adhèrent bien. Donc je mets toujours une vitesse très faible. Après, je suis pas quelqu'un de pressé, donc je m'en fiche que la couche soit très lente, mais au moins elle est parfaite. Et c'est super important. Extrudeur multiple, j'utilise pas. Là, super important. Vous faites pas comme moi, je me suis fait avoir. Donc moi j'ai mis 0,39 partout parce que j'ai imprimé en PETG, donc c'est toujours bien de mettre un tout petit peu moins que le diamètre de votre buse. 0,39, donc ça je le mets partout. Et après j'ajuste. En PLA vous pouvez mettre 0,41, 0,42. Ça pose pas de problème. Je pense même que c'est mieux. Tac, 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 tac. Hop, hop. Remplissage. Là par contre je mets 0,41. Et c'est tout. Le reste, je laisse tout à 0,39. Par contre, vous voyez, vous pouvez mettre en millimètres ou en pourcentage. Si vous décidez de mettre en pourcentage, vous faites bien attention. Je vous ai parlé là tout à l'heure du diamètre de votre buse. C'est pas le pourcentage du diamètre de votre buse qui sera exprimé si vous mettez des pourcentages. Si vous mettez largeur d'extrusion par défaut 100%, ce sera 100% de l'épaisseur de la première, de l'épaisseur de couche. Ça veut dire que la largeur de vos lignes, ce sera pas du tout 0,4, 100%, ce sera 0,2. Et là, vous aurez des problèmes. Comme la photo là que je vous mets, vous aurez des problèmes de sous-extrusion et le résultat, il sera horrible, moche. Ça marche, mais c'est très moche. Et en plus, il y a des trous, parce qu'il manque du plastique. Donc, si vous voulez exprimer un pourcentage, dites-vous que pour avoir du 0,4 le diamètre de votre buse, c'est 200%, parce que si vous imprimez en 0,2. D'accord? Ça, c'est super important. J'ai cherché pendant des heures, je galérais, je trouvais pas pourquoi. Et ben, c'était juste pour ça. Une erreur toute bête. Une fois que j'ai trouvé ça, bah, j'ai quasiment plus eu de problème avec le logiciel. Donc, ouais, super important. Chevauchement, j'y touche jamais. J'ai déjà essayé, mais en fait, ça donne des mauvais résultats. On laisse d'origine et c'est très bien comme ça. Sauf si vous savez vraiment ce que vous faites, c'est pas mon cas. Tac, tac. Le reste, j'y touche pas. Donc là, en gros, dans le premier onglet, j'ai modifié les couches. Je mets 0,3 à la hauteur de première couche. Les couches solides dessus-dessous. Et le nombre de couches des parois verticales. Les couches de périmètre. Moi, j'en mets toujours 4, minimum. 3, c'est pas assez, je trouve. On voit là où le remplissage chevauche le périmètre. J'aime pas. Et pour que ce soit solide, dessus-dessous, je rajoute toujours... j'en mets au moins 4 en bas et au moins 5 en haut. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Vitesse, moi je mets jamais 60. Je mets toujours 45 partout. Au maximum. Tac. Remplissage, je mets 50, je m'en fiche un peu. Il est un peu moche, mais quand même. Et le reste, je touche pas. Ainsi, les ponts, 50 aussi. Les supports, 50 aussi. Voilà. Tac, voire 45. Les périmètres externes en pourcentage, ce sera 50% de la vitesse de base, donc là 50% de 45. Tac. Donc ça ira 2 fois moins vite. Hop, voilà. Donc ça, rien de bien compliqué, pensez juste, voilà, c'est vraiment important. Dans les paramètres avancés, si vous mettez en pourcentage, faites attention, c'est le pourcentage de la hauteur de couche et pas de la largeur de votre buse, vous faites pas avoir. Et si vous faites comme moi, bah là, voilà, c'est la largeur de c'est des millimètres, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, on laisse comme ça. Tac, tac, l'idée. Deuxième onglet, c'est les réglages du filament. Donc là, réglage du filament, moi j'imprime en PETG. Donc du coup, après, choisissez vos températures. Moi, comme je suis dans mon garage qui fait assez froid, et en plus, je pense que j'ai des TMC 2208 parce que j'ai changé la carte mère. Le moteur, il est un peu faible. Enfin, le driver, il est un peu faible pour le moteur de l'extrudeur. Je suis obligé de chauffer assez fort. Je mets à 250 pour la première couche parce qu'elle est plus lente et 255 pour les couches suivantes
parce que ça va plus vite, donc ça a besoin de chauffer plus vite le plastique. Et le plateau, je le mets toujours à 85. Alors là, il y a un truc qui est super important pour les températures. Il n'y a pas que la partie slicer là, exceptionnellement. Il faudra penser à régler vos PID. C'est extrêmement important. Il y a quelqu'un sur YouTube qui l'explique super bien, c'est Guaraloco. Je vais vous le mettre dans le lien de la vidéo, parce qu'il l'explique super bien. D'ailleurs, dans toutes ces vidéos, il m'a sorti de la mouise plein de fois. Pour un newbie comme moi, c'est le top. J'ai tout trouvé. Et en plus, c'est francophone. Hop. Tac. Tac. Et il a fait une vidéo sur comment régler vos PID avec Marline. Tac. PID, on va mettre. Vous irez voir. Ajustement des PID de votre imprimante 3D. Ça, c'est super important. Même par exemple, là, on est en été, il fait super chaud. Moi, je suis en Haute-Savoie, il fait super chaud. Et ben, j'ai refait mes PID quand on a commencé à se prendre la canicule. J'ai tout réajusté. Et je sais qu'avant l'hiver, je vais faire pareil. Je vais tout réajuster. Puisque ça dépend complètement de l'environnement dans lequel vous imprimez. Vous risquez d'avoir des variations de température qui font que votre impression elle va être complètement ratée. Donc, faites-le vraiment, c'est super important. Quelle que soit votre imprimante, à moins que vous ayez un caisson super bien isolé, mais voilà, faites-le. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Garder ventilateur toujours actif, ouais, moi je le mets. Après je règle les vitesses. En PETG, je mets jamais plus de 70. Et jamais moins de 35, ça je laisse. Et pour les ponts, toujours 100%. Je touche pas non plus. Et les premières couches, par contre, les 3 premières, je les ventile pas. Histoire que ça adhère bien, enfin voilà. Des fois je mets les 2 premières. Ça suffit aussi, ça peut suffire. Ça c'est à vous de voir. Moi je mets les 3. Donc faites comme vous voulez. Type de filament, on s'en fiche, c'est pour des stats, je crois que l'outil n'en a pas besoin. Vous pouvez mettre PET parce qu'il n'y a pas PETG, mais de toute façon le PETG c'est un dérivé du PET. Hop. G-code personnalisé, ici il n'y en a pas besoin, par contre après on en aura besoin. Tac, dans la partie réglage de l'imprimante. Hop, hop. Et on arrive dans les réglages de l'imprimante. Donc là on a déjà réglé une partie. Là vous ajustez en fonction de votre imprimante. Hein. Tout ce que je vous explique c'est valable pour toutes les imprimantes. Là je mets Marline parce que moi je suis sous Marline. Tac, tac. J'ai qu'un seul extrudeur, ça je touche pas. J'ai pas de Octoprint ni de Raspberry Pi, donc je touche pas. Tac, tac. G-code personnalisé. Donc là, ça c'est super important. Et d'ailleurs, rien que pour ça, on va fermer l'outil et je vais vous remettre ceux que j'ai. Tac, tac. Hop. Donc là, j'avais sauvegardé ça dans mon dossier personnel. Hop. Dans mes documents. Et on avait print, printer et filament. Hop. Et on va les remettre. Vous allez voir, en plus en passant comme ça vous montre à quel point c'est simple de remettre ces fichiers de config. Il y a juste à les copier-coller. Prusa Slicer. Je suis fatigué ou je le vois plus. Je suis fatigué. Tac. Il est là. Vous le recollez là, c'est tout. On fusionne. Hop. Tac. Impeccable. On va rouvrir l'outil et vous allez voir, ma config elle va, comme par miracle, va apparaître. Voilà, ça enferme. Pensez bien à ajuster vos PID. Super important. Allez voir sa chaîne, ça vaut vraiment le coup. Je vous mets le lien en bas de toute façon. Et là, si on retourne là, vous voyez, mes réglages, tac, ils sont revenus. C'est magique. Hop. Et on en était au G-code. Personnalisé. Donc à la limite, je vous les mettrai aussi en description après, mais c'est valable pour la Ender 3 en fait. Parce que je fais, par exemple, au début, là, je fais
ici, pardon, je fais une ligne de filament pour purger mon extrudeur, pour le nettoyer. Ce sera peut-être pas valable avec les dimensions de votre plateau, donc faudra peut-être ajuster. Si vous avez une Nord 3, prenez-les sans problème. Par contre, si vous n'avez pas d'auto-nivellement, vous enlevez le G29 là. G29, c'est pour faire l'auto-nivellement. Moi, j'ai un touch mid installé de chez Hot End aussi. Vous enlevez le G29 et c'est bon, ça marchera pour vous. Et à la fin, il y a 2 lignes que vous oubliez surtout pas. Moi, je les avais zappées, ça m'a posé des... J'aurais pu foutre le feu chez moi. C'est pour couper le Hot End et le plateau. Donc ça, ces 2 lignes-là, la M104, c'est pour l'extrudeur, M140, c'est pour le plateau. C'est impératif à la fin. Hop. Et à la limite, je vous le mettrai aussi pour la fin du G-code. Vous l'aurez aussi je vous mettrai tout dans la description. Je vais essayer de vous faire un truc bien complet. Les fichiers de config, je vous les mettrai aussi, mais il faudra les modifier, ce sera certainement pas adapté pour vous. Voilà. Hop. Donc important, si vous n'avez pas d'auto-nivellement G29, vous faites sauter. Si vous voyez que vous n'avez pas ces 2 lignes là, ça c'est obligatoire. Sinon, c'est dangereux. Parce que, imaginons, je sais pas, vous imprimez la nuit, moi ça m'arrive de le faire. L'impression est finie, elle finit à 1h du mat, vous vous levez à 7h, et ben pendant 6 heures ça va continuer à chauffer alors que ça imprimera pas. Donc voilà, pas top. Ça je touche pas, les limites de la machine. Extrudeur 1. Diamètre de la buse, moi c'est 0,4, vous ajustez en fonction de votre diamètre de buse. Sachant que si vous changez ça, vous pensez bien à adapter aussi là. Hein. Imprimer du 0,4 avec une buse en 0,6 ou 0,8, vous aurez les mêmes problèmes que quand j'avais mis le 100% là. Ça sous-extrudera et ce sera moche. Hop. Rétractation, moi je mets 2 mm avec le Evo IO. Je sais que quand j'avais le MK8 d'origine de la Ender 3, je mettais au moins 5, il fallait que je mette une rétractation de malade, mais j'avais pas mal de problèmes, c'est pour ça que je me suis décidé à changer, parce que j'avais beau resserrer ma buse, j'avais toujours des fuites et c'était relou. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à changer, sinon je serais resté sur la tête d'origine, ça m'allait très bien, jusqu'à ce que je change ma buse, et malgré les tutos et tout, toujours des problèmes, et depuis que j'ai la Evo IO de hotend.fr, ça ne bouge plus, il n'y a rien qui déborde de nulle part, c'est génial. D'ailleurs je ferai un tuto sur les mises à jour que j'ai fait sur mon Ender 3 après. Mais ça me prendra un peu plus de temps parce qu'il y a pas mal de modifs. Enfin, je parlerai juste de la carte et puis de la config et du l'auto-level et Evo IO, mais ça me prendra du temps. Tac, tac, tac. Voilà, donc là on a un peu fait le tour de tout ce que moi j'ai modifié. Si vous voyez d'autres choses, moi je vois rien. Hop, tac, tac. Ça me paraît pas mal. Donc si on récapitule, réglage d'impression, couche et périmètre, j'ai modifié. Remplissage, vous prenez celui que vous voulez. Moi, je prends toujours nid d'abeille parce qu'il me va super bien. Jupe et bordure, si vous avez besoin d'adhérence, n'hésitez pas à utiliser la bordure. Sinon, moi, je mets 3 jupes histoire d'être sûr que ça adhère bien au plateau. Ça me laisse le temps de vérifier que les boucles sont bien faites et puis qu'on est bien ajusté. Hop, générer des supports. On va reparler des supports juste après parce qu'il y a des trucs vachement bien à faire. Vitesse, vous adaptez en fonction de vos besoins. Moi, je sais que j'imprime jamais trop vite. Je trouve que ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on perd, ça vaut pas le coup. Je préfère imprimer lentement, avoir de beaux finis et solide que d'imprimer vite et puis il y a toujours des problèmes. S'il faut attendre 1 heure ou 2 de plus, je m'en fiche. Mais après, ça c'est chacun voit. Hein. Là, vous oubliez pas, en pourcentage, c'est pourcentage de l'épaisseur de couche et non pas du diamètre de la buse, sinon vous aurez de gros soucis, comme moi. Hop, et le reste, je touche pas. Réglage filament, température, c'est en fonction de votre filament. Refroidissement, c'est pareil. Moi, je sais que j'imprime en PETG, donc c'est 35-70 mon écart maximum. Là, je suis en 35-50, mais souvent je mets 35-70, ça le fait bien aussi. Là, pas vraiment besoin de toucher. Le G-code personnalisé du filament, je touche pas. Et le reste, je touche pas. Réglage de l'imprimante, là, vous réglez par rapport à votre imprimante. Hop, et vous mettez bien Marline. D'accord ? Tac. Le reste, je touche pas. G-code, je vous mets là dans la description, super important. Début et fin. Et extrudeur, vous réglez par rapport à votre extrudeur, pardon.
Et vous faites bien attention à la rétractation en fonction de votre hot end, elle pourra être différente, mais ça c'est super important. Et même la vitesse de rétractation, moi je mets toujours très faible, parce que sinon j'ai des problèmes. Voilà, c'est à peu près tout. Et dernier point que je voulais vous montrer, que j'adore sur cet outil qui est super facile, pas comme dans Cura où à chaque fois je galère. Après c'est peut-être moi qui ai du mal, c'est possible. C'est le réglage des supports. Donc ça, toc, toc, on enregistre. Les supports, vous avez plusieurs possibilités. Si vous regardez là, tac, tout ce qu'il vous propose. Soit les supports directement en contact avec le plateau, soit partout, soit avec les générateurs de support. Et ça, c'est génial. Tout simplement parce que il est super simple à utiliser. Ça vous permet de sélectionner où est-ce que vous voulez mettre des supports. Parce que souvent, quand vous laissez l'outil faire vos supports, il en met absolument partout, même à des endroits où il n'y en a pas besoin. Et ça, je trouve ça super dommage. Voilà, on va prendre mon attache rideau, là par exemple, mon porte-rideau. Et vous allez voir à quel point c'est simple. Imaginons, voilà, là vous avez besoin, c'est pour l'exemple, hein, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, ça va pas être réaliste. Là, c'est dans le vide, vous voulez du support juste là. Il n'y a rien de plus simple, vous sélectionnez votre objet, tac, tac, et vous mettez ajouter un générateur de support. Donc là, je sais pas, imaginons on veut une case, tac, un carré. Hop. Vous ajustez comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit toujours proportionnel au réglage par défaut, vous laissez le petit verrou. Moi, là, en l'occurrence, je m'en fiche. C'est juste pour l'exemple. On va mettre, je sais pas moi, on va mettre 60, ça va suffire, 60. Ouais, non, ça va faire en haut, en bas, donc faut que je mette plus. Tac. On va mettre 100. Tac. Hop. Allez, on va le déplacer un peu. Tac. Donc voilà, imaginons je veux des supports que au bout. Vous découpez. Et vous allez voir, c'est magique. Hop, ça vous met des supports que là où vous avez demandé. Et c'est tellement simple à utiliser, c'est tellement pratique. Et après, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, où vous voulez. Et au moins, ça vous fout pas du support partout, même là où il n'y en a pas besoin. Parce que régler par rapport aux angles d'impression et tout, des fois, c'est un peu galère. Moi, je préfère utiliser et en mettre exclusivement là où j'en ai besoin. Après, ça demande de faire bien attention et de pas oublier un morceau qui serait en haut de la pièce, c'est-à-dire en fin d'impression que vous ayez imprimé les 3/4 de votre objet et puis que ça foire à la fin, ce serait dommage, donc faites bien attention, mais déjà c'est économiser du plastique, voire même beaucoup de plastique, et en plus bah, c'est super efficace. Voilà. Les réglages des supports après de base ils sont pas top dans Prusa Slicer, moi je les règle toujours différemment. Espacement du motif, mais toujours 1 mm. Ouais, ça c'est bon. Ouais, ça c'est parce que je l'ai corrigé. C'est déjà corrigé, j'ai remis mes fichiers. Mais il me vous met 2 mm, sinon c'est trop. Et puis le rendu, il est pas beau. Rectiligne, c'est bon. Détachable, ça vous laisse un espace de 0,2 mm entre la pièce et le support. Sur l'axe Z. Tac, tac. Et je désactive parce qu'il est activé d'office, si je me souviens bien, les couches d'interface. Sinon, ça vous fait un truc tout dégueu. Je vais vous mettre une photo aussi. Vous verrez, du coup, quand j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça, la dernière pièce que j'ai imprimée qui avait du support, ça me l'avait remis. Et j'ai dû couper l'impression parce que je voulais pas du tout de ça. Vous allez voir, en fait, ça vous colle carrément la pièce au support pour nettoyer. Après, c'est cadeau. En gros, votre pièce, si c'était un truc qui avait besoin d'être esthétiquement joli, bah, vous pouvez dire au revoir à votre pièce. Poubelle, gaspillage de plastique, voilà. Tac. Donc voilà pour les réglages. Donc normalement, on est à peu près bien. Je vous ai expliqué tout ce que moi j'utilise. J'espère que ça vous sera utile. Ce que je vais faire, donc je vais vous faire une petite time-lapse pour vous montrer un peu le résultat. Et puis des 2-3 photos pour voir plus en détail les résultats que vous donnez Prusa Slicer. Voilà. Donc pour résumer, ouais voilà, moi j'ai complètement modélisé Cura parce que je trouve que cet outil est quand même vachement plus simple, accessible et en même temps je sais pas, j'ai l'impression qu'on a plus de possibilités qu'avec Cura, ou en tout cas plus facilement. C'est open source, vous me direz Cura aussi, mais voilà, je le trouve beaucoup plus ergonomique. On a tout sous les yeux,
Voilà, on a juste 3 onglets à parcourir, pas besoin d'aller dans des menus, d'ouvrir, de choisir qu'est-ce qu'on affiche pas, enfin voilà. Moi ça me cassait un peu la tête, ça me saoulait, donc voilà. Et là j'ai trouvé l'outil qu'il me fallait, et open source, et gratuit, et voilà, et en constante évolution, et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on a des nouveautés, voilà. Pas juste des corrections de bugs, voilà, ça avance vraiment, c'est un projet qui avance. Donc voilà, je vous conseille de l'essayer au moins. Après, ça peut pas convenir à tout le monde, on a tous des goûts différents, mais moi, j'avoue que ça me va bien. Voilà, donc on va se laisser là-dessus. Je vous laisse avec 2 minutes de timelapse et puis on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets en bas de la vidéo, surtout sur les PID, parce que c'est vraiment super important, et même de les refaire fréquemment, c'est super important. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis on se retrouve dans d'autres plus tard.